Et bonjour Clémence. Bonjour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire de nouveau l'investigation avec toi. Et on est là pour faire l'investigation numéro 102. Donc, Super. et dont tu ne connais pas le sujet. Et c'est un sujet très intéressant, je trouve. Donc, quand tu veux, Ok. si tu veux, on y va déjà. Mhm. Bien. Déjà, prends le temps de respirer calmement. Ferme les yeux. Et je vais compter des 10 à 1. Et pendant le décompte, tu te détends. 10. Et chaque expiration, tu feras sortir le stress, les pensées, tout ce dont tu n'as pas besoin pour faire cette enquête. Et à chaque inspiration, tu te détends. 9. De plus en plus calme et détendu. 8. Prends le temps de moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. 7. 2. Et 1. Comment tu te sens, Clémence? Super bien. Très bien. Alors, je vais partir avec la première question. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot Matrix? Je vois le film. Je Oui, vois l'affiche du film. oui. Bien. Vous voulez dire quelque autre chose? C'est cliché. C'est les blousons, les vestes en cuir, les lunettes noires. Ah, bien, très bien. Existe-t-il des symboles liés à la Matrix? Oui, non ou partiellement? Oui. Oui. Lesquels? Je pourrais pas dire lesquels. D'accord. S'il y a quelque chose qui te vient, tu peux me dire même après. Qu'est-ce que c'est la Matrix? La matrice. C'est une réalité qui est modulée pour que tout le monde y rentre et y évolue. C'est c'est pas un endroit, mais en même temps c'est un endroit où toutes les consciences convergent. D'accord. Intéressant.
Comment te sens-tu vis-à-vis de ces informations? Je me sens bien et au niveau de la visualisation, c'est compliqué. J'ai un petit peu, j'ai une pression au niveau du front. D'accord. Alors, c'est cette impression, c'est dû à toutes les informations, à la quantité des informations. Je pense que ouais. Alors, à mon 3, tu n'auras plus cette pression et tu observeras tout ça comme si tu étais derrière un bleu, un vitre, sans avoir l'impact physique. Okay. 1, 2, 3. Bien. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Tu bien. Bien. Okay. Comment tu te sens maintenant? Tu as toujours la pression? C'est bon, ça va. Oui, très bien. Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme la matrice? Oui ou non? Alors, les questions sont compliquées. Oui, je sais. Je dois trouver un sens aux questions. Dis-moi uniquement d'abord ce qui te vient d'impact dès que j'ai dit la question. Et puis j'essaie de répéter la question, de la reformuler. Est-ce que tu peux juste la répéter comme tu l'as fait? Oui, bien sûr. Est-ce que les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme la Matrix? Alors oui, elles sont liées. Mhm. Mais c'est encore à l'échelle expérimentale. D'accord. On est loin de pouvoir toucher ce terrain avec exactitude et avoir les outils nécessaires pour travailler avec ça. Oui. Que perçois-tu ou que visualises-tu à propos de cette relation entre la théorie et les théories qu'on a et la vraie Matrix? Alors, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'ignorance des communautés scientifiques. Alors, Oui. pour nous, à notre échelle, on a des technologies formidables, très avancées, mais à cette échelle, donc de la matrice par exemple, on n'est pas du tout au point. Mais j'ai l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre quand il s'agit d'étudier ça. Et c'est bon, on est optimiste, hein, on avance dans les recherches, mais c'est comme si vraiment on essaye de construire une maison avec une truelle, tu vois. C'est bon. Ah oui, c'est très clair. Oui. C'est clair, une truelle, c'est hyper pratique, c'est un super outil, mais tu peux pas construire une maison qu'avec ça. Bien sûr. Quelle relation perçois-tu entre la matrix et l'élément temps? Ça me fait sourire. Je sais Oui. pas pourquoi. Je crois, ok, j'ai des images qui se succèdent. Je vois comme une spirale, un cercle dans un cercle dans un cercle. Mm-hmm. Et ce cercle, il est composé des symboles verts du film, tu vois. Et c'est une spirale qui descend comme ça, et j'ai l'impression que c'est comme ça que le temps est. D'accord. Une spirale en mouvement. Oui. Très bien.
Et quelle relation perçois-tu entre la matrix et les facteurs espace? La même chose. C'est la même chose. D'accord. Ah, c'est bien. Quelles sont les caractéristiques qui appartiennent à la matrix? Quelles sont ces caractéristiques? Très, très complète. Très... Chaque chose est à sa place. Oui. Chaque chose est... C'est comme un immense puzzle où chaque pièce a une place précise. Oui. Et c'est fait pour justement que ça soit parfaitement lisse. C'est compliqué à décrire. Oui. Ah, bah c'est très bien. Si tu veux le rajouter, j'écoute volontiers. J'essaye de chercher d'autres mots. Parfaitement contrôlé, c'est ce qui me vient. Ah oui, parfait, merci. Comment se crée et s'éco-crée la réalité collective? Bah, par les mêmes personnes qui y vivent, en fait. C'est la pensée collective qui... Je dirais pas que c'est comme un égrégore, mais c'est comme c'est quelque chose qui est comme... J'ai envie de dire que c'est tangible sans que ça soit tangible. Oui. Et c'est comme si le collectif avait eu les mêmes plans de la maison et que du coup, inconsciemment, toutes les décisions qu'ils prennent, ce collectif, eh ben, ça va amener à poser une brique et construire cette maison, justement, sans qu'ils s'en aperçoivent. Et comme Oui. c'est une sorte de plan de construction inconscient chez eux, toutes les décisions qu'ils vont prendre, bah, ça va être dans le but de construire cette maison. C'est très très intéressant et très bien expliqué, merci. Alors, l'être humain est-il connecté à la matrix? Oui. Oui. Qu'est-ce qui nous permet d'être connectés à la matrix en tant qu'être humain? J'ai envie de dire sa volonté, en fait. D'accord. C'est lui qui le veut, consciemment ou inconsciemment. Bon, la plupart du temps, c'est inconscient. Oui. La plupart du Mais temps inconsciemment? ouais, parce que là, si tu veux, j'ai l'image d'un bébé qui naît et on lui apprend chaque chose, chaque élément de cette matrice. Parce que c'est Ah normal, oui. c'est le monde dans lequel il vit. C'est sa réalité, en fait. Sauf que le bébé, admettons, on lui donne juste les clés pour se débrouiller, pour découvrir le monde par lui-même, bah, il aura une autre... C'est-à-dire, il pourra peut-être réfléchir à un schéma différent pour construire une maison différente. Oui. Je sais pas, mais en fait, c'est sa pensée, je sais pas comment dire, c'est nous qui... On est nous-mêmes dedans, je veux dire, on est nous-mêmes Oui. responsables de ça. Je vois tout à fait, oui. C'est les enseignements qu'on lui donne font en sorte
qu'ils soient dirigés vers le même projet. Voilà. Ouais, très bien. Donc on est connecté bah, par notre pensée, par notre volonté, par plein de choses en fait. Oui. Et les animaux sont-ils connectés à la matrice? Hum, J'ai la réponse oui et non. D'accord. C'est pour ceux qui sont connectés. Comment sont-ils connectés? Ou pour le oui, s'il y en a un parmi quelqu'un qui est plus connecté que d'autres. C'est-à-dire ils y sont connectés quand il y a contact avec l'être humain. Ah, d'accord. C'est que vraiment leur réalité, leur matrice, leur propre matrice se module quand le contact avec l'être humain est trop impactant et que du coup la matrice de l'être humain vient écraser la leur. Bon, oui. Et du coup ils doivent, enfin c'est un instinct primaire, hein, c'est un instinct de survie. Ils doivent du coup remoduler leur réalité pour mieux survivre, hein, mieux s'adapter à ce que l'être humain fait et engendre par sa matrice. Je vois. C'est une adaptation en fait de certaines bêtes sauvages, certains animaux. Y a-t-il la possibilité d'échanger les conditions qui nous permettent d'être connectés à la matrice? Oui. Oui. Comment peut-on le faire? La connaissance. L'expansion, l'idée de s'expandre, pas d'un point de vue dans la matière ou d'un point de vue matériel, mais s'expandre au-delà de cette matrice qui est toute carrée, toute bien organisée. Oui. C'est y aller au-delà, en fait. Existe-t-il des personnes, des êtres humains, indépendants du système Matrix? Oh, pardon, je baille. Il n'y a aucun souci, c'est normal. Alors, c'est une question intéressante. Il y a des personnes qui sont conscientes de l'impact d'une matrice sur un collectif. Oui. Néanmoins, être indépendant de cette matrice, ça veut dire sortir de cette maison bien construite comme il faut, avec ses avantages, ses inconvénients. Mais du coup, ça renvoie à s'isoler des autres et à s'isoler des avantages que cette maison offrait. Donc, ce que je vois, c'est juste dans une foule, il y a des gens de la même couleur et puis il y a une personne qui est dans cette foule, mais elle est d'une couleur différente. Donc elle sait où elle est, elle sait de quoi cette maison est faite. Elle accepte d'y rester, tout en sachant que ce n'est pas ce monde-là qu'elle veut pour elle, ce n'est pas cette matrice-là qu'elle veut pour elle. Oui.
du coup, elle crée sa petite maison dans la grande maison. C'est compliqué. Hein. Ah non, c'est très clair. C'est très clair. Si tu vois d'autres, je suis preneuse. C'est très intéressant. C'est vraiment, malheureusement, enfin, l'image que j'ai, c'est l'être humain ne peut pas survivre seul. Nous, les êtres humains, on est fait pour être en contact avec les autres. On est fait pour être en groupe. On est fait pour partager. On est fait pour vivre ensemble. Donc, s'il y a une personne qui s'isole parce que la matrice ne lui convient plus, ses chances d'expandre ses sentiments, ses émotions qu'elle avait au contact des autres, bah, elles vont s'amenuiser. Donc, ok, elle sera libre de toute forme de schéma organisé, de schéma carré que la société lui imposait, mais à côté, elle ne pourra plus travailler sur ce qu'elle ressentait au contact des congénères. Oui. Donc c'est compliqué hein, comme question. Oui. Je pense que tu viens de donner un message, en tout cas une réponse précieuse. Après, on ira voir si on pourra le faire, parce que j'aimerais approfondir. Ok. Merci. Les extraterrestres sont-ils connectés à la matrice? Oui ou non? Oui. Comment sont-ils connectés? J'ai l'impression qu'ils vivent dans la matrice aussi. Genre qu'ils se promènent. On les voit pas, mais ils sont là. Oui. Et c'est comme si c'était une boucle. Tu acceptes de rentrer dans une boucle. La spirale de tout à l'heure. Fait d'un temps précis et d'espace. Je sais pas comment dire. Tu es dans une configuration où le temps et l'espace fonctionnent d'une seule façon. C'est possible d'y rentrer, c'est aussi possible d'y sortir. Oui. C'est intéressant. Et là, on vient de terminer la partie fixe, donc ma première question, c'est au sujet de l'expansion, si ça existe, de cette matrice. Donc, je me demande si ça concerne uniquement la Terre ou si ça enveloppe complètement l'univers ou certains endroits précis. Je fais que de bailler à chaque question, c'est dingue. Alors, Sans les énergies, c'est complètement normal. Ça veut dire que tu es vraiment en profondeur. Rassure-toi. alors c'est une question intéressante, mais qui est toute logique, c'est que si tu crées une matrice par la pensée collective, ça sous-entend qu'à partir du moment où une conscience est capable de penser, elle crée. Donc évidemment que ça s'applique à l'échelle de l'univers. Enfin, à l'échelle où il y a d'autres consciences ailleurs, c'est évident. Oui. Et s'agit-il de la même matrice ou d'une autre qui est différente, par exemple? Oh, il y en a des différentes, il y en a de toutes sortes. Il y en a une infinité de différentes. Sont-elles complémentaires? Ont-elles une interaction entre elles, toutes ces matrices? Elles peuvent avoir les mêmes schémas, oui. Elles peuvent être identiques sur le fonctionnement, sur leur codage. Hein. Tu peux retrouver les mêmes organisations, les mêmes règles, les mêmes lois. C'est possible. Et peuvent-elles aussi interagir l'une avec l'autre?
Là, c'est plus non, ça serait pas possible parce que ça engendrait. Tu pourrais pas. Tu pourrais pas superposer en fait ces matrices. Tu pourrais pas les faire rentrer en collision parce que ça provoquerait des dégâts, des déséquilibres, des dysfonctionnements à tous les niveaux. Oui, C'est deux fonctionnements, c'est deux systèmes de pensée collective qui créent cette matrice. Deux pensées, donc avec des fréquences différentes. Donc si tu as deux matrices avec deux fréquences différentes qui rentrent en contact, l'une d'elles va forcément bouffer l'autre. oui, oui, c'est vrai. Et on a parlé tout à l'heure des animaux et du fait que pour rentrer dans notre matrice, il faut qu'ils soient vraiment à contact avec les êtres humains. Mhm. Ont-ils une matrice différente, une grille de pensée, quelque chose de pensée différente ou pas du tout, les animaux? Alors oui, D'accord. à partir du moment où tu as une conscience, donc une vie en fait, il y a du coup une pensée. S'il y a une pensée, il y a un petit monde qui se crée par cette pensée. Après, cette matrice, ce monde qui se crée dépend de la pensée, de sa taille, j'ai envie de dire. Oui. Mais du coup, je vais prendre l'exemple d'un animal sauvage qui lui, il pense juste à manger, dormir et à chasser et à se reproduire. Du coup, il va vite dans sa petite réalité où tout ce qu'il va voir, ce sera soit des proies, soit des partenaires potentiels, soit des territoires. C'est tout. Oui. Rien de plus. Il ne va pas chercher plus loin. Oui, effectivement. Parfait. Merci. Et, j'ai vu énormément de choses intéressantes, mais ce qui m'a vraiment qui a attiré vraiment l'attention, c'est le fait d'une personne qui essaie de sortir de la matrice tout en étant en vie, donc en vivant à l'intérieur de la matrice. Et, Ouais, t'as une question à ce sujet? et je me demande s'il y a à ce moment-là, à l'heure actuelle, des personnes qui sont dans cette condition et si tu as un pourcentage par rapport à la population terrestre. C'est tellement infime. Il y en a tellement peu. Oui. Il y en a tellement peu et comme l'histoire de l'animal sauvage, du coup, ces personnes ne font pas partie de l'énorme matrice dans laquelle nous sommes tous nés. Ces personnes. Je pense à ces tribus autochtones, en fait. Je pense à ces populations, ces civilisations qui vivent au même temps, dans le même espace que nous, mais dans une réalité bien différente. Et elles se font littéralement écraser par notre matrice à nous. Quelles sont les conséquences qu'ils ont énergétiquement parlant? C'est-à-dire nous sur eux. Pour eux, pardon. Pour eux, c'est perte d'énergie, c'est des déséquilibres. C'est ouais, des équilibres autant dans leur petite maison. La petite maison s'effondre et c'est compliqué de. Je vois. Et, quel est le projet d'une partie subtile d'une âme qui vient vivre sur Terre sans avoir accepté la matrice? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un vient vivre cette expérience de cette façon?
c'est c'est beaucoup de courage déjà, Oui, parce que tu vas te retrouver seul. Tu vas essayer de faire subsister ton petit monde par la force de ta pensée face à, à un géant de penser vraiment à quelque chose qui va t'écraser au quotidien. Et c'est là le problème de tout à l'heure quand une personne veut affronter ça. Au bout d'un moment, elle va chercher à s'isoler de cette société, de ce monde. Mais si elle s'isole sans être au contact avec ses congénères, c'est... Bon. Tu dois oui. apprendre avec les autres. C'est les autres qui nous apprennent. On s'apprend nous-mêmes. On s'apprend des bonnes choses comme des mauvaises. Mais on Oui. doit être au contact. Oui, ici sur Terre, le but quelque part de la vie de chaque être humain, c'est ça en fait, c'est le partage. Mais c'est évident que c'est le partage. Oui. Donc c'est curieux comment peut y avoir des parties subtiles qui ont cette envie de venir tout en restant en dehors de la matrice. Il y a une contrainte pour le fait qu'ils viennent, mis à part le courage, ou c'est vraiment un choix d'expérience qu'ils ont fait. Et ça peut être un choix. Les choix appartiennent à chacun. Oui, Donc ouais, ça peut être un choix de vivre vraiment isolé et d'expérimenter vraiment ce, cette foule de pensées oppressantes quand toi, tu n'en fais pas partie. Donc oui, ouais, ça demande du courage et de la patience et du calme. oui. Et, tout à l'heure, tu me disais, il s'agit c'est comme un puzzle parfait, parfaitement contrôlé. C'est contrôlé depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur? Hmm. Hmm. Tu vois le collectif qui a le même plan pour construire la maison depuis Oui, longtemps. oui, Ce plan, c'est pas eux qui l'ont inventé. Parce que si chaque personne avait décidé de construire une maison, il y aurait forcément eu des différences. Tu vois, sachant que la maison, c'est la métaphore de la matrice. oui, Donc, pour moi, c'est à la fois extérieur et intérieur. C'est-à-dire que la construction est interne, mais la, comment on dit quand tu diriges, oui. c'est externe à cette pensée collective. D'accord. Il y a une vue d'ensemble qui dirige la pensée, la pensée créative qui permet justement de continuer à ce que la matrice soit parfaitement organisée comme ça, Oui. parfaitement chevêtrée, que tout fonctionne parfaitement bien. Tout est parfait, même quand il y a des événements qui peuvent être perturbants ou perçus d'une façon, oui, très, des événements tragiques. Et tout ça fait partie de la perfection géométrique de la matrice, de la création collective commune. Alors, quand, quand il y a un choc de fréquence dans cette matrice qui n'était Oui, pas forcément prévu, ça arrive à ce qu'une pièce de puzzle soit abîmée. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire en sorte que du coup, autour de cette pièce de puzzle, le reste soit intact. On va essayer de vraiment venir englober du coup donc un événement particulier, essayer de l'atténuer, essayer de le remettre à la bonne fréquence, essayer vraiment de le contrôler, pour pas que
Voilà, c'est comme s'il y a une brique qui tombe dans la maison. C'est ok, ça arrive. Ou plusieurs Ouais. briques qui tombent dans la maison, ça arrive. Mais résultat, ça fait un trou dans la maison, quoi. Ça fait une fuite. Oui. Et du coup, il faut reconstruire la brique de l'intérieur. Mais dans le sens où, bon, forcément, il y a le côté matériel et tout ça de notre monde face à des catastrophes. Mais le côté où on va essayer à ce que la pensée, les gens qui construisent la maison de l'intérieur, parce que moi j'ai cette image où ils construisent la maison, vraiment Oui. ils sont à l'intérieur et ils construisent les murs autour d'eux. C'est de faire en sorte que les personnes restent à l'intérieur de la maison, mais n'en profitent pas de cette catastrophe naturelle ou de cette catastrophe sociale qui crée du coup un trou dans le mur pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur de la maison. D'accord. Oui. C'est compliqué à expliquer, oh là là. Et les anomalies que, par exemple, oui, les briques qui tombent, quelque chose qui tombe, peuvent être créées depuis l'extérieur, ou c'est normal en tant qu'anomalie du système. Il y a autant, tu peux autant avoir d'accidents à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette maison. Tu peux avoir, on va prendre l'exemple de l'intérieur. Oui. Tu peux avoir parmi ce petit groupe d'individus, du coup, notre société, notre population, qui crée la maison, qui crée la matrice de l'intérieur. Parmi eux, peut y avoir des gens qui veulent sortir cette matrice et du coup qui font de la merde, qui ne correspondent pas du coup à cette matrice et hop, ça fait une petite brique qui tombe. Voilà, ça Oui. je sais pas comment dire. C'est comme un choc pour. Voilà, c'est-à-dire que sa pensée au bout d'un moment, elle est pas comme celle de ses collègues qui construisent la maison, qui veulent juste construire la maison. Lui, il est là, moi j'aime pas cette brique, j'aime pas cette maison, j'ai envie de faire une fenêtre à cet endroit. Voilà. Et du coup, bah, il y a des briques qui tombent à cet endroit. Mais c'est tellement infime. Quand ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que quand c'est quelque chose d'externe à la matrice et donc externe à cette pensée collective, c'est beaucoup plus important. C'est parce que, c'est-à-dire qu'il y a comme une fréquence qui vient en contact avec cette matrice. Cette fréquence, je pourrais pas dire si c'est une autre matrice, si c'est... En tout cas, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre qui se fait et qui vient du coup créer un trou dans le mur à l'extérieur. D'accord. Ah, ça peut être les deux sens. Ouais. Oui. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Ça peut être créé par l'extérieur, je pourrais pas dire, je pourrais pas mettre de mots sur qu'est-ce qui peut créer un trou via l'extérieur, en fait. Je vois vraiment que c'est un déséquilibre, que c'est peut-être les fondations de la maison qui sont trop fragiles et du coup la maison elle est trop lourde et je pourrais pas dire. Oui. C'est très bien comme ça. Et on arrive bientôt à la fin. On a parlé tout à l'heure du fait que pour changer un peu la matrice, donc il faut avoir une expansion, une connaissance. Et est-ce qu'il y a à ces moments, ou il y a eu à un moment passé une expansion qui permet le changement de cette matrice? Ou il y Oui, aura? il y en a eu plein. Ouais. Il y en a eu plein à plein de moments clés de l'histoire, en fait, où vraiment on avait l'occasion, la pensée collective avait l'occasion de devenir une pensée individuelle, propre à chacun. Oui. Mais bon, je vois défiler comme une frise, une frise temporelle avec vraiment des découvertes majeures, avec des avancées majeures qui auraient pu vraiment développer une pensée individuelle propre à chacun pour que chaque monde soit différent. Mais du coup, l'idée, c'est que chaque fois qu'il y a eu du coup une découverte, un progrès, autant matériel, autant spirituel, autant énergétique, social qui a été faite, ça a été à chaque fois comme mis sous une cloche
sous une énorme cloche pour que justement les gens s'adaptent à cette découverte, mais soient toujours collectivement sur cette même pensée. Et du coup, Oui. on utilise cette découverte pour que la population reste sur la même façon de penser, reste, je sais pas comment dire. Je vois. Toujours, en tout cas, avec un changement, mais toujours dans la matrice. Voilà, alors que ces changements, ils auraient pu impacter, j'ai en tête la découverte de l'électricité, tu vois, bon, c'est bête, mais je sais pas comment expliquer ça, mais ça aurait pu être tellement plus bénéfique que ce dont la pensée Oui. collective, enfin, je sais pas comment dire. Ah, c'est dans la pensée collective, on a permis l'usage. Voilà, Oui. Ah, c'est très clair. Donc, nous avons ou toujours une possibilité, mais tous ensemble, bien sûr. Mais et tout dépend des autres aussi. Donc, il faut être vraiment tellement tous ensemble que cela n'a pas été permis voilà, par le reste des personnes. c'est exactement ça. Et à ces moments-là précis historiques qu'on est en train de vivre, comment perçois-tu euh, les niveaux de conscience collectif? Plus bas, vraiment un niveau un peu plus bas là, vraiment. Là, on fait du progrès d'un point de vue, j'ai envie de dire, on est plus intelligent qu'avant, mais on est toujours, on avance avec, on a plus d'outils de connaissances pour construire cette belle maison, mais on avance toujours avec des œillères. En fait, on se dit pas, tiens, et si chaque personne pouvait construire sa propre maison à côté de cette grande maison? Oui, Mais non, c'est vraiment, on avance avec des œillères dans la construction de cette unique maison. Et bon, cette maison elle est immense, hein. ouais, c'est très clair. C'est vraiment Et très clair. voilà. Donc c'est bien, hein. Depuis des siècles, là, on a des super moyens technologiques, des super outils, on a des truelles superbes pour construire cette maison. Mais bah, pourquoi pas utiliser ces outils pour que chacun puisse faire lui-même sa propre maison comme il le souhaite en fait? Pourquoi suivre toujours le même plan? Oui, Et ça, c'est parce que voilà, c'est les œillères, c'est comme ça, quoi. On sait pas faire autrement, donc pourquoi on changerait? Enfin, on pense pas qu'on peut faire autrement. Du coup, on reste dans ce qu'on connaît. Ok, c'est logique. Mais oui, on n'a pas la force, la volonté d'aller vers le changement complet. Un changement, bah si, surtout si toi-même tu sais pas où tu vas, vers quel changement tu vas, hmm, bon, c'est... Oui, je vois tout à fait. c'est C'est pas c'est si ça, commode. c'est une peur un petit peu primaire, c'est de la peur de l'inconnu. Forcément, ça réveille un instinct où tu te sens pas en sécurité. Il faut se dire que Oui. Et, une dernière curiosité, après on rentre, j'ai des curiosités tout le temps. Les partis subtils qui décident ou qui sont là depuis plus ou moins de temps, quand ils sont venus sur Terre, étaient-elles conscientes de la matrice de ce que les allaient rencontrer en tant que matrice? alors tu parles Nous, par exemple, ou tous les êtres de, humains vivants. de vivant, voilà, Oui. ancienne ou non. Aussi, en général, d'une façon générale. C'est clair que, admettons, oui, c'est clair que quand tu viens, tu sais à quoi t'attendre, un minimum. Tu sais que c'est comme si tu te mets toi-même dans un labyrinthe et tu te dis, bon, je vais aller dans ce labyrinthe, mais le but c'est quand même, je vais essayer d'en sortir. Oui, Parce que qui a envie voilà, de s'enfermer dans un labyrinthe juste pour le plaisir? Enfin, moi perso, ça m'intéresse pas. Du coup, ouais, c'est le but, c'est quand même, tu vas dans un labyrinthe. Parce que tu as quand même des choses à apprendre dans ce labyrinthe. À chaque tournant, il y a des informations, il y a des choses qui vont être sympas à vivre, des rencontres qui vont être sympas à vivre. Mais le but, c'est de sortir de ce labyrinthe.
Oui, avec Mais, l'apprentissage. mais il y en a qui sont coincés dans ce labyrinthe, encore et encore et encore. Oui. Et ce labyrinthe, plus on avance, plus il s'expand. Plus on avance dans le sens où plus on y reste à l'intérieur ou dans le temps, au niveau du temps. Au niveau du temps. D'accord. Ah oui, je vois. Si tu veux, si tu as des choses que tu trouves intéressantes à partager avec moi, que tu observes, j'écoute. Autrement, on rentre. Ça fait déjà un moment qu'on est là. J'ai eu une image tout Oui. à l'heure quand tu me parlais donc des gens qui veulent sortir de la matrice, qui veulent être indépendants de la matrice. Donc je voyais cette population là avec la même couleur et je voyais une personne qui commençait à se dire du coup, elle avait une différente couleur et elle se disait ouais, j'aimerais bien sortir donc de cette maison, construire même ma maison. Et tout partait de sa tête. C'est comme si dans sa tête il y avait une sorte de, tu vois les étoiles, les nuages de gaz dans les étoiles qui sont tout colorés. Oui. C'était super beau. Bah, j'ai eu cette image en fait dans sa tête à lui. D'accord. C'est comme si dans sa tête il y avait un univers. Et il essaie et il songe à le recréer ici. On va faire. Bah, c'est comme déjà, ce que j'ai ressenti, c'est que déjà cette personne savait que sa tête lui permet de se connecter à un univers plus grand que cette maison. Oui. Déjà, c'est quelque chose que il conscientise. Et du coup, naturellement, forcément, quand tu t'ouvres à des voies plus grandes, à un plus grand nombre de possibilités, tu as envie de les découvrir quand même un peu. Il y a autre chose qui t'appelle. Donc c'est naturel de vouloir du coup être curieux être curieux et de vouloir s'intéresser à ça. Mais juste conscientiser le fait que dans ta tête, il y a un univers qui tourbillonne. Hein. Je veux vraiment, tu sais, le tourbillon des nuages avec des petites étoiles colorées, Oui. comme, comment on appelle ça je sais pas comment dire. C'est- Ah, ça m'échappe aussi. C'est pas une supernova, mais c'est ouais, un nuage de gaz, et des étoiles avec Comme des une constellations. galaxie. Ouais, ouais, voilà. Ah. On peut dire ça comme ça. Vraiment super joli. Donc on a tous à l'intérieur tout ça. Donc suffit aussi de vouloir se connecter. C'est ça que. Bah, je pense que oui. Hein. Je pense Oui. qu'il n'y a pas que lui. Hein. Oui, on a tous cette capacité. On est seulement distrait par la matrice dans laquelle on a accepté de rentrer. Voilà. Faut prendre une brique et hop, défoncer le mur et regarder à travers la fenêtre. Qu'est-ce Oui. qui se passe à l'extérieur? Un peu de curiosité. Et tous ensemble. Exactement. Parce que Ouais, ça va ouais, être le tous plus ensemble. important. Sans, sans, oui, sans C'est, dispute, sans collision il interne. y a pas, enfin, moi, ce que je ressens, c'est que c'est tellement logique, en fait, c'est impossible de d'avancer, c'est impossible de s'expandre à tous les niveaux, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel, que ça soit spirituel, si t'es pas au contact des autres, en fait. Oui, C'est bien d'être bien avec soi-même, mais au bout d'un moment, oui. enfin, on a besoin les uns des autres, en C'est la fait. caractéristique humaine, les émotions, le partage. Mais ouais, c'est-à-dire on est social, Oui, c'est social tout ça. c'est très important tout ça. Mais oui, très bien. Voilà. Alors, Mm. quand tu veux, si il n'y a plus rien, j'ai terminé les questions pour ce protocole. Il y en aura d'autres de toute façon au sujet de la Matrix. On y Ok. rentre. C'est bien. Alors, commence par déconnecter de tous et de tout. Bien déconnecté dans ton espace à toi, Clémence. Reviens dans tes énergies. Bien. Et avec le 1, tu commences à récupérer toutes les forces que tu as utilisées pour faire ce voyage. Et tu fais ça en choisissant une émotion, une fréquence idéale pour toi.
et tu te remplis de cette fréquence. Ça peut être la joie, le bonheur, la sérénité, ce que tu veux. Et chaque cellule de ton corps pétille de cette émotion et tu te sens bien. Avec le 2, tu commences aussi à prendre conscience de l'endroit où tu es, complètement revenu dans ton corps, intégrer ton corps. Tu peux commencer à bouger les mains, les pieds, les membres. Tu te rends compte de l'endroit où tu es allongé et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Et avec le 3, quand tu voudras, tu peux ouvrir les yeux. Salut. Salut. Ça va? Je pleure à force de bailler. Mais c'est un bon signe en tout cas. Ça veut dire que tu es vraiment dans des C'était fréquences différentes que celles de la journée normale. c'était une séance intéressante. Oui, oui, t'as trouvé en plus des choses très intéressantes et t'étais bien Ouais, là. enfin, Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y,
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.